Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir une notion très importante en programmation concurrente en C sous Unix. C'est la notion des threads. En effet, c'est une notion relativement nouvelle dans le domaine de la programmation. C'est une manière différente d'aborder la conception multitâche. Alors, dans ce chapitre, on va commencer par un petit rappel des notions essentielles à la compréhension des threads. Ensuite, on va faire une présentation générale, question de mettre les threads dans leur cadre. En deuxième partie, donc la manière pour identifier un thread. Alors ensuite, comment créer et terminer les threads et en dernière partie, les mutex. Alors en fait, le concept du processus est l'un des concepts fondamentaux dans les versions classiques du système Unix. Donc un processus, comme vous le savez, est caractérisé en mémoire par son contexte qui est composé de trois choses. Alors son segment de code, donc, qui contient le code source exécuté par le processus. Donc ce code utilise un ensemble de ressources, essentiellement un espace d'adressage. Et bien, le processus fournit à un instant donné l'image de l'état d'avancement de l'exécution de ce code. Alors ensuite, on a le segment de données qui contient les variables utilisées par le processus. Et on a la pile d'exécution qui est utilisée pour la gestion des fonctions. Alors dans la dernière séance, nous avons vu comment un seul processeur peut gérer plusieurs tâches en même temps. On a dit qu'à chaque instant, on a un seul programme qui s'exécute et les autres programmes sont placés dans une file d'attente. Autrement dit, chaque programme attend son tour pour pouvoir accéder aux ressources de la machine. Donc, il s'exécute un petit peu, puis il retourne en file d'attente pour laisser la place à un autre programme. On a dit alors que ce phénomène va-et-vient entre la file d'attente et les ressources de la machine est appelé commutation de contexte. Et c'est le système Unix qui gère cette commutation entre les différents processus qui sont en cours d'exécution. Alors, à chaque instant, un processus bascule entre deux états, l'état élu et l'état prêt, sachant que l'état prêt, c'est lorsque le processus est en file d'attente et l'état élu, c'est lorsque le processus accède aux ressources de la machine. Cela implique qu'à chaque commutation, il faut sauvegarder le contexte du processus précédent, c'est-à-dire celui qui vient d'accéder aux ressources de la machine. Il faut donc sauvegarder son segment de données, son segment de code et sa pile. Et ensuite, il faut restaurer le contexte du processus élu, c'est-à-dire le processus qui va accéder aux ressources de la machine. Pareil, donc il faut restaurer le segment de données, le segment de code et la pile. Ce sont quand même des opérations lourdes, car à chaque commutation de contexte, on a trois choses à sauvegarder et trois choses à restaurer. Donc, avec ce petit rappel, on va voir les avantages des threads par rapport à la duplication des processus. Alors, pour mettre les threads dans leur cadre, donc, comme nous l'avons fait dans le dernier chapitre avec fork, et avec thread, on va pouvoir faire de la programmation concurrente et vous allez voir que les threads possèdent des avantages par rapport à fork. C'est-à-dire résoudre un problème par l'intermédiaire de plusieurs processus. Autrement dit, plusieurs fils se coopèrent pour réaliser quelque chose. C'est-à-dire, chaque fils fait une action. Mais
dans le cadre de thread, eh ben, on parle plus des fils, mais on parle plutôt des threads. Alors, comme je l'ai déjà dit, les threads possèdent des avantages par rapport à fork. Voyons alors quels sont les inconvénients de fork. En effet, la notion de processus avec fork possède des limitations en particulier liées au coût de la création d'un processus. Comme vous le savez, lorsqu'un père crée un fils, ce fils est indépendant de son père. En effet, fork implique une duplication des espaces mémoire, c'est-à-dire père et fils possèdent chacun son propre segment de code, ses propres données et sa propre pile. C'est pour cette raison que la création d'un processus est une opération très lourde. Alors, pour alléger cette opération, il faut que père et fils aient des choses en commun. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas avec fork. Le deuxième inconvénient lié à fork est au niveau du changement de contexte. En effet, puisque après fork, le fils est indépendant de son père, les deux processus, père et fils, peuvent demander simultanément l'accès aux ressources de la machine. Donc, les mêmes ressources. Et lors du changement de contexte, entre ces deux processus, il n'y a pas de prise en compte du fait qu'il s'agit d'un père et fils. Il n'y a pas une prise en compte de cette relation père et fils. Autrement dit, comme si ce sont deux processus totalement distincts. Alors, ce changement de contexte n'est pas optimisé. Et là, une amélioration pourra être de simplifier cette commutation de contexte, que ce soit entre père et fils ou même entre frères. Encore un inconvénient, c'est comme nous l'avons vu, donc fork implique duplication des données. Père et fils possèdent chacun son propre espace mémoire. Autrement dit, ils n'ont aucune zone mémoire commune et donc aucun moyen de communication. Cela veut dire que si on veut que le père communique avec ses fils ou que les fils communiquent entre eux, on est obligé de rajouter un moyen de communication par un tube, par exemple. En résumé, donc, après avoir vu ces trois inconvénients, fork est une opération lourde, pas de changement de contexte optimisé, ni un moyen de communication automatique entre père et ses fils ou entre les différents fils. D'où l'émergence des light process, c'est-à-dire les processus légers. Donc c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre. Alors, ce sont alors les chercheurs en informatique de l'entreprise américaine Sun qui ont créé le concept de processus léger. On dit aussi activité ou encore fil d'exécution. Et en anglais, on dit thread. Voyons alors qu'est-ce qu'un thread. Donc, on peut déjà considérer un thread comme un sous-processus. Donc, voire même c'est la meilleure manière pour définir un thread. Donc, un sous-processus. Donc, comme vous le voyez sur ce schéma, en vert, c'est le processus initial. Et en rouge, ce sont les threads créés et qui vont s'exécuter d'une façon parallèle, chacun à part, mais tout en restant au sein du même processus. Et dans ce cas, les différents threads partagent un même espace d'adressage, donc en ce qui concerne leurs données, c'est-à-dire les mêmes segments de code et de données. Donc juste une petite remarque ici. Donc le premier thread créé est le thread initial, donc ici PL initial, qui exécute la fonction main, la fonction principale main, et qui peut donner naissance à d'autres threads.
Alors, les avantages des threads sont alors multiples. Tout d'abord, la création d'un processus léger ne nécessite qu'une nouvelle pile, puisque les threads d'un même processus vont partager les mêmes segments de code et de données. Alors, il ne reste qu'à créer une nouvelle pile pour avoir un nouveau thread. Donc, ce qui fait, c'est que cette création est ultra rapide. D'ailleurs, la création d'un thread est 100 fois plus rapide que la création d'un processus lourd avec fork. Et puisque les segments de code et de données sont partagés entre les processus légers, donc si on dit processus léger, on dit thread. Et puisque les segments de code et de données sont partagés entre les différents processus légers d'un même processus, le changement de contexte est très léger et non coûteux, car seules les piles sont à sauvegarder ou restaurer. Par exemple, si le thread PL1 s'est exécuté, il va laisser la place à PL2. Alors, lors du changement de contexte, il n'y a que la pile de PL1 à sauvegarder et la pile de PL2 à restaurer. Autrement dit, on ne prend plus la tête avec le sauvegarde et la restauration des segments de données et des segments de code. Donc, ce qui implique une commutation de contexte ultra rapide. Alors, d'autre partie, donc les méthodes de communication entre les threads sont alors naturellement plus simples que les communications entre processus. Encore une fois, puisque les threads d'un même processus partagent le même segment de données, alors on a des zones mémoire communes, ce qui facilite énormément la communication entre les différents processus légers. Par exemple, tous les threads vont pouvoir accéder aux variables globales du programme. Donc, en conclusion, on a une communication inter-processus léger native. Alors, voyons un exemple concret de logiciel multithread qui est Microsoft Word. En effet, lorsqu'on lance Word.exe, on crée un processus représenté sur ce schéma par le cercle vert. Et au sein de ce processus, on a des threads. Par exemple, donc lorsqu'on est en train de saisir un texte, et grâce au premier thread, un autre thread enregistre en même temps. Donc, vous voyez, on a deux threads qui chacun fait une activité. Le premier récupère ce qu'on tape sur le clavier et le deuxième enregistre. Donc, la notion des processus légers a été née sous l'architecture de l'entreprise Sun. C'est ce qu'on a déjà dit. Ensuite, cette notion a été reprise sous Linux et normalisée POSIX. Une grande fierté pour la France, c'est que le premier qui a porté les threads sous Linux est un Français qui s'appelle Xavier Leroy, qui est un enseignant-chercheur à INRIA. Et depuis, d'autres chercheurs ont contribué à la mission, notamment l'allemand Ulrich Draper, donc ce qui nous permet à l'heure actuelle de gérer les threads sous Linux. Ainsi, pour utiliser les threads, il faut ne pas oublier d'ajouter au code source include pthread.h et lors de la compilation du programme avec GCC, réaliser l'édition du lien avec la bibliothèque libpthread.so avec l'option petit l, c'est-à-dire petit l
donc tiret, petit l, pthread pour, comme donc je viens de dire, l'édition du lien avec la bibliothèque des threads.